Bienvenue dans Bioréflexion, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs qui nous éclairent sur l'agriculture biologique. Le podcast est réalisé par la chaire Agriculture biologique, portée par Bordeaux Sciences Agro. Dans cet épisode, nous accueillons Émilien Véron, maître de conférence en économie agricole à AgroParisTech et qui travaille dans l'unité de recherche INRAE Paris-Saclay Applied Economics. Vous l'avez compris, nous allons donc parler avec lui d'économie, mais surtout de géographie et de politique publique en lien avec le développement de l'agriculture biologique. Bonjour Émilien. Bonjour Kimberly. Bienvenue dans Bioréflexion et merci de venir partager les résultats de ta thèse. Ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi en France, l'AB est plus développée dans certaines régions plutôt que d'autres et est-ce qu'on peut identifier des moteurs à la conversion qui permettraient à l'avenir de déployer plus largement ce modèle. Alors avant de rentrer dans le concret de tes travaux, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours personnel, académique, à travailler sur le sujet de l'agriculture biologique et plus spécifiquement sur le sujet de ta thèse ? Je n'étais pas du tout destiné à finir dans la recherche en agriculture. J'ai fait une licence d'économie, un master d'économie politique européenne, donc vraiment très éloigné du champ. Et j'avais des cours sur la politique agricole commune, donc on sait qu'on donne la compétence européenne, la compétence agricole à l'Europe. Et ça m'a toujours plu. Et entre mon M1 et mon M2, j'ai fait un stage de recherche donc avec des économistes de l'INRAE qui cherchaient à recenser les agriculteurs biologiques avec déjà ces enjeux de développement hétérogène, donc disparate entre les régions. Et ce stage m'a beaucoup plu. Et donc ils m'ont dit, il y a la place c'est un sujet porteur, il y a la place pour faire une thèse. On a monté ensemble un projet, un mémoire de recherche sur le sujet. Et donc, j'ai soutenu devant un comité et j'ai reçu cette bourse doctorale pour faire une thèse en économie sur l'agriculture biologique au sein du BETA, Bureau d'économie théorique et appliquée à Strasbourg. Ok. Donc, dans ta thèse, tu as voulu comprendre pourquoi l'agriculture biologique est inégalement répartie au niveau géographique en France. Donc, c'est ce que tu as vu dans le cadre de ton stage. Est-ce que tu peux d'abord nous redonner le contexte peut-être global du développement de l'agriculture biologique de ces 10 dernières années et la situation actuelle en France ? Depuis les années 2010, et donc je commence ma thèse en 2018, on était sur une pente assez croissante. Il y avait 10%, une augmentation de 10% des terres en bio tous les ans. Donc c'est vraiment une croissance très porteuse et on pensait qu'on allait atteindre ces objectifs de 25% des terres bio d'ici 2030. Donc on était sur la bonne pente et le Covid a mis un coup d'arrêt à cette croissance et aujourd'hui on est à 10% des terres en bio avec 15% des fermes. Le Covid, ça a été vraiment déclencheur. On pensait pendant le confinement, il y avait un retour au consommé local. Donc on pensait qu'au déconfinement, ça allait pousser la consommation en produits bio. Et finalement, avec l'inflation, surtout qui a été suivie par le conflit en Ukraine, avec une forte inflation sur tous les produits, les consommateurs qui ont des préjugés sur les prix des bio se sont dit que les prix du bio allaient aussi suivre cette tendance. Et ça a vraiment marqué un coup d'arrêt. Donc on a la consommation qui a ralenti, voire diminué ces dernières années. Mais ce qui est prometteur, donc ça a été annoncé par l'agence bio pendant le Salon de l'agriculture, en 2025, il y a eu un retour, il y a eu une augmentation de la consommation de 4%. Et c'est vraiment très important, comme on le verra dans le cadre de ce podcast. Ok, merci. Donc ça, c'est au niveau global, à l'échelle de la France. Maintenant, si on s'intéresse à des plus petites échelles géographiques, qu'est-ce qu'on observe ? Oui, je ne l'ai pas dit, parce que je parle du cas de la France, mais il faut savoir qu'au niveau mondial, on est autour de 1 ou 2% de surface. Au niveau de l'Europe, on est pareil, on est à 10%, 10-15%, mais on a des pays comme l'Autriche, on est déjà à 35% de bio, avec d'autres pays où on n'est plus, l'Espagne, l'Italie, on tourne autour des 10%. Et si on va à l'échelle encore plus basse, entre les départements français, on voit aussi cette différence. On a les pays du Nord, les départements du Nord comme l'Aisne, le Nord, où on est à moins de 4% de surface en bio,
alors que dans le Var, les Hautes-Alpes, donc plutôt dans le sud, on est à plus de 35% de bio. Donc déjà, c'est un premier enjeu très important. Et si on agrandit encore la loupe et qu'on regarde au niveau municipal, ce que j'ai fait dans ma recherche, là, on va voir des municipalités où 100% des terres sont en bio et d'autres communes où on va avoir 0% de bio. Quand j'ai commencé ma thèse, ce constat était déjà établi. On avait déjà des premières pistes de réponse que j'ai retestées dans le cas français. Et le facteur le plus prédominant, c'est l'effet de voisinage. L'effet de voisinage ou l'effet de pair, PAIR, c'est-à-dire que les agriculteurs entre eux vont parler, vont communiquer et vont se convertir entre eux. Faut savoir que le poids accordé au récit d'un autre agriculteur est plus important que les conseillers des chambres d'agriculture, etc. C'est vraiment le voisinage est très important. Et du coup, on a vraiment ça. On a les agriculteurs bio. Si on a un agriculteur bio dans une zone, il va convertir les autres agriculteurs à côté. Donc, ça peut être un processus qui met un peu de temps. Mais en tout cas, le voisinage va constater qu'il teste une autre agriculture et il arrive à se dégager des revenus suffisants. Il a une production correcte. Et donc, c'est vraiment par ce récit d'expérience, des observations, qu'on va se dire... pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter l'innovation, l'aventure de la bio. Et à l'opposé, si on regarde une zone où on n'a pas d'agriculteurs conventionnels, pas d'agriculteurs biologiques, on va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si je veux me lancer dans un projet bio, là, va y avoir une pression sociale pour rester en conventionnel. Donc là, on va soit me montrer du doigt, on va marginaliser ce statut, cet agriculteur qui est bio tout seul. Donc vraiment, cette conversion, cet effet de propagation est très important. Et ce qui fait que les départements où il y a déjà du bio vont continuer à augmenter leur surface, alors que les autres vont rester conventionnels. Donc les divergences, on s'attend à ce que ces divergences vont augmenter dans le temps. Un autre facteur qui était déjà établi dans la littérature, c'est l'idée que plus un agriculteur va avoir de subventions, des subventions qui ne dépendent pas de sa production, c'est très important, donc plus il va avoir de subventions, plus il va être probable qu'il passe en bio. L'idée, c'est quoi ? C'est que plus un agriculteur va avoir des subventions, plus il va avoir un revenu qui ne va pas dépendre de sa production. Ce qui fait qu'il peut tenter une innovation, comme l'innovation de partir en bio. Pour rappel, quand un agriculteur se convertit en bio, pendant 2-3 ans, il va respecter le cahier des charges sur une terre, mais donc il va perdre en rendement, en moyenne 30%, ça dépend des cultures, mais il ne va pas pouvoir le vendre au prix du bio. Donc là, on sait qu'il va perdre en revenus sur cette période-là. Sauf que si ces revenus ne dépendent pas uniquement de la production, mais des subventions, il a ce filet de sécurité par les subventions et là, il peut passer en bio. Donc moi, j'ai testé une nouvelle subvention pour voir si ce rôle était de la subvention indemnité compensatoire de handicap naturel, qui est une indemnité qu'on donne aux agriculteurs qui exploitent en moyenne et haute montagne. L'idée, c'est de maintenir de l'activité agricole dans les zones de montagne, alors que la pratique est plus dure parce qu'on exploite en pente, donc on a une perte de rendement. Donc c'est une aide européenne qui va venir donner une subvention à tous les agriculteurs de cette zone-là. Et ce qu'on a montré dans mes recherches, c'est que cette aide-là permet aux agriculteurs des communes qui peuvent recevoir cette aide-là d'être plus enclins à passer en bio. Donc il y a vraiment un effet des subventions sur la conversion en bio. Ok. Donc là, on était dans la première partie de contexte et de constat. Donc à partir de ces constats-là, à quelles questions tu as voulu répondre dans ta thèse ? Donc il y a 2 parties dans ma recherche. Donc la première, c'est vraiment sur le contexte. On a cette dynamique de conversion à partir de 2020 qui stagne, alors qu'on a des enjeux européens de promotion de la bio, donc 25% des terres, des surfaces européennes en bio. Comment on peut les atteindre ? Et si on regardait justement ces départements où on a plus de bio, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour trouver des critères, pour recommander aux politiques publiques
de réamorcer la machine de la conversion en regardant les zones où ça a marché. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, donc un volet plus économique, c'est que dans toute la littérature, on va comparer les performances économiques des agriculteurs bio versus conventionnels en regardant uniquement le revenu d'exploitation, c'est-à-dire production fois quantité. Donc on sait qu'un agriculteur va perdre en production en passant en bio, mais qui va être compensé par le prix. Ce qu'on établit dans un contexte européen, c'est qu'en moyenne, le revenu d'un agriculteur bio ne va pas changer. En moyenne, ça ne va pas changer. Ça peut dépendre des cultures, mais voilà, le rendement est compensé par la différence de prix. Mais à chaque fois, dans ces analyses, on ne prend pas en compte la valorisation du foncier. Quand on convertit une terre, c'est cette terre-là qui va être labellisée biologique, pas uniquement mes produits. Et personne n'a regardé si cette terre-là était vendue différemment à un prix supérieur ou à un prix inférieur d'une terre conventionnelle. Et donc ça, c'était la deuxième quête de ma thèse, c'est de regarder si un agriculteur bio va valoriser plus sa terre par la conversion. Ok. Donc, tu as évoqué précédemment des facteurs déjà connus de pourquoi certains agriculteurs vont se convertir ou non, donc comme l'effet des voisins ou des aides spécifiques. Et toi, tu as voulu aller chercher d'autres réponses sur des aspects géographiques et de politique publique. Alors, quels sont les facteurs que tu as analysés qui pourraient influencer sur cette conversion ? Oui, donc j'ai déjà spoilé un résultat en regardant les aides ICHN, indemnité compensatoire de handicap naturel, mais j'ai regardé d'autres variables comme les éléments climatiques, comme la température, la pluie. J'ai aussi regardé l'impact des signes de qualité comme l'appellation d'origine protégée pour voir si une commune où on peut produire le camembert a un impact sur la production de la bio ou pas. Aussi, les caractéristiques des populations environnantes. L'idée, mon hypothèse, c'était que si on a des populations qui consomment bio, on va avoir plus d'agriculteurs bio aussi dans ces zones-là. Donc, c'est ce qu'on a testé. Et aussi la présence d'aires d'alimentation de captage. Donc ça, c'est une politique lancée avec le Grenelle de 2008. L'idée, c'était d'améliorer la qualité d'eau. La qualité d'eau. Pourquoi ? Parce que depuis les années 80, on a fermé environ un tiers des captages d'eau à cause de la pollution. Et cette pollution est en partie due aux pesticides. Et donc, l'idée, c'est de préserver des stocks d'eau qui sont très proches des seuils de non-potabilité. Et donc, l'idée, c'est qu'on va cibler ces agriculteurs pour qu'ils limitent leur quantité de pesticides et donc pour préserver les captages d'eau à côté. Et donc, dans ma thèse, je vais essayer de voir si cette politique a eu un impact aussi sur la dynamique de conversion en bio. Ok. Alors, on reviendra ensuite sur chacun de ces facteurs. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta méthodologie pour comparer toutes ces données ? Donc, une méthode, c'est quoi ? C'est des données et une méthodologie, une façon de traiter ces données pour avoir un résultat. Donc déjà, mes données, elles sont de deux types. Des données publiques en accès, tout le monde a accès. Donc j'étais sur l'INSEE pour avoir par exemple la caractéristique de la population, des diplômes, Météo France pour avoir la température, et aussi demande de valeur foncière qui est une base de données où depuis 2015, ça recense tous les actes notariés et on sait le rattacher à un cadastre combien a été vendu un bien, donc que ce soit une maison, une terre agricole, un parking, etc. Donc vous pouvez aller sur ce site-là et regarder dans votre voisinage à combien se vend le mètre carré. Et donc moi, ce que j'ai fait avec ces données-là, par exemple, c'est juste de regarder, d'extraire les terres agricoles vendues avec la date et ensuite les regarder s'ils sont en bio. Et j'ai d'autres données qui sont plus confidentielles. Donc là, j'ai un accès réglementé avec mon empreinte et une carte. C'est des données de déclaration de PAC de tous les agriculteurs de France, donc qui me permet de savoir les cultures, les surfaces et aussi la position géographique et toutes leurs données comptables, donc toutes leurs déclarations, leurs revenus, etc. Donc avec ces données-là, moi, ma méthode, donc on vous a parlé de géographie, c'est là que ça rentre en jeu. L'idée, c'est de voir que les individus
un agriculteur va avoir plus de chances de parler à son voisin de la commune voisine plutôt qu'un agriculteur qui se trouve à 500 km. Ça paraît logique, mais c'est ça. Ça s'appelle de l'économétrie spatiale. L'idée, c'est quoi? C'est de représenter où les agriculteurs se trouvent et de prendre en compte toutes ces données environnantes. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir cette carte de la France, des communes, où se trouvent les agriculteurs, et ils sont entourés de qui? Donc quelle population? De quel diplôme? Où se trouvent les magasins bio? Quoi d'autre? Où se trouvent les labels AOP? Donc l'idée, c'était vraiment de représenter cette carte et ensuite de comparer la probabilité qu'un agriculteur passe en bio du fait d'être entouré par quoi il est entouré et comment l'environnement va l'impacter. Et la deuxième méthode que j'ai utilisée, donc ça c'est pour ma deuxième question sur la valeur du foncier bio. Donc l'idée, c'est de partir de mes prix des terres, de regarder au moment de la vente si la terre était en bio ou si elle était conventionnelle, et de comparer leurs prix. Pour aller un peu plus loin, on est parti de 500 000 parcelles qui ont été vendues entre 2015 et 2021, avec 40 000 terres en bio. Et ce qu'on a fait, pour comparer vraiment pas une terre en Bretagne et une terre dans le Var, ce qu'on a fait, c'est on a comparé la terre bio à la terre conventionnelle vendue la plus proche la même année. Ce qui fait que j'ai comparé des terres en moyenne qui se trouvaient à 1 km et vendues la même année. C'est-à-dire que c'était les mêmes acheteurs potentiels qui pouvaient acheter ces deux terres-là. Est-ce qu'on peut revenir juste sur, puisqu'on parle d'aspect géographique, les AOP, la spécificité, c'est qu'elles ont un territoire défini? Une AOP, c'est un indice de qualité géographique. L'idée, c'est que du fait du savoir-faire et des typicités et des caractéristiques du sol, le produit, par exemple un fromage, un vin, ne peut être produit que dans une sous-région spécifique. Donc il n'y a vraiment qu'un ensemble de communes où la production de la matière première et la transformation doit être faite dans ces zones-là. Et les aires de captage, c'est une zone aussi qui est définie autour de là où on va capter l'eau potable, c'est ça. Donc un captage, il peut être souterrain, mais aussi superficiel. Et donc là, ça va être le travail des hydrologues, ça va être de délimiter toute la zone autour de ce captage, où l'idée, c'est que chaque goutte d'eau qui tombe sur le sol finit dans le captage. Et donc, on va protéger, on va essayer de sanctuariser cette zone-là pour qu'il n'y ait pas de pesticides ou du moins de pesticides qu'avant. Ok. Alors, venons-en aux résultats. Dans un premier temps, est-ce que tu as pu identifier des facteurs assez clairs qui ont une influence positive sur le développement de la baie? Oui, et ça va expliquer pourquoi on a une telle différence entre les départements de la moitié nord et de la moitié sud. C'est l'ensoleillement, c'est l'ensoleillement et la température qui sont des engrais naturels. Ils vont activer la photosynthèse et donc ça va augmenter les rendements naturellement sans avoir recours à des engrais minéraux ou des pesticides de synthèse, qui fait que la pratique de la bio est plus facile dans la moitié sud que la moitié nord. Donc ça, c'est le premier résultat un peu trivial. Et le deuxième, et pour moi qui est aussi très important, c'est la proximité des consommateurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que on sait par des enquêtes de consommation qui sont par exemple réalisées par l'agence bio, qui sont les consommateurs, quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des consommateurs en bio. Et on sait qu'ils sont diplômés, ils sont urbains, ils sont d'un âge entre 30 et 50 ans, avec un certain niveau de revenu. Et donc j'ai essayé de vérifier ça en observant vraiment les communes qui avaient la population biocompatible. Et effectivement, ça crée un engouement, un développement pour les agriculteurs. Et du coup, est-ce que les agriculteurs bio vendent de plus en direct aux consommateurs par des filières courtes? Oui, et c'est pour ça que la proximité des consommateurs est très importante pour eux. Donc, d'après les chiffres de 2020, qui est le dernier recensement agricole, il y a 53% des agriculteurs bio qui vendent en circuit court, donc c'est maximum un intermédiaire, contre 19% en conventionnel.
Donc l'idée, c'est vraiment que l'agriculteur biologique, dans le cahier des charges, mais même au-delà, il y a vraiment un retour à l'échange marchand, le social au cœur de l'échange marchand. Donc pas juste un échange monétaire, mais aussi un échange qui passe aussi par du relationnel. Et pourquoi, du coup, les agriculteurs bio vont se trouver proches des consommateurs ? Si un agriculteur est proche des consommateurs, il va être proche, il va avoir moins de trajets avec sa camionnette pour se rendre au marché hebdomadaire, et donc moins de frais d'essence. Et donc, en se rapprochant, il va réduire ses coûts de transport. Donc, c'est vraiment un effet positif de la consommation locale sur la pratique bio. Et on peut aller plus loin. Ce qu'on a vraiment trouvé dans nos résultats, c'est qu'un magasin bio qui s'implante dans une commune A ou une usine de transformation de produits spécialisée bio, elle va avoir un effet elle va avoir un effet sur la pratique bio jusqu'à 20 km. C'est-à-dire que une implantation d'un magasin bio va convertir un agriculteur bio qui se trouve à 20 km. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui ont plutôt l'effet inverse, donc c'est-à-dire qui seraient corrélés au fait d'avoir moins d'agriculture bio sur la zone identifiée ? Oui, j'ai effectivement trouvé un effet ambigu du label AOP. C'est-à-dire que pour certains types de produits, on va avoir un effet bénéfique sur la conversion en bio, et pour d'autres, on va avoir un effet qui peut être négatif. Donc si je vais un peu plus dans le détail, pour les AOP de vigne, donc c'est-à-dire que les communes dans lesquelles un agriculteur peut être labellisé pour un vin AOP, il y a un effet positif sur le bio. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un vigneron va chercher à la fois à détenir le label AOP, mais aussi détenir le label bio. Et donc, c'est ce qu'on va parler en économie d'une complémentarité entre ces deux labels. Pourquoi ? Parce que les vignerons vont très souvent vendre eux-mêmes leur production et vont être en concurrence avec les autres vignerons voisins. Et donc, ils vont chercher à se démarquer par la collection de ces labels-là. Et en même temps, de l'autre côté du marché, les consommateurs sont prêts à payer plus pour un vin AOP, et en plus, s'il est bio, je suis encore prêt à payer plus. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Mais si on regarde maintenant sur les AOP laitières, donc là, on est sur un autre marché. Pourquoi ? Parce que l'éleveur laitier, il va vendre à une usine de transformation, donc il ne va pas vendre en direct sa production. Et donc là, il va regarder quel label lui est le plus favorable. Et donc là, j'ai noté les chiffres de 2026. En mars 2026, le lait bio, il se vendait à 53 centimes le litre, alors que le conventionnel, on est à 45 centimes. Donc, il y a toujours un intérêt à se convertir en bio. Par contre, si on est en Franche-Comté, dans une commune éligible à l'AOP Comté, l'AOP Comté, en décembre 2025, se vendait 75 centimes. Donc, plus cher que le prix du lait bio. Donc là, ce qu'on trouve, c'est que vraiment, dans les zones où le lait AOP se vend plus cher que dans le lait bio, on a une concurrence entre les deux labels. Donc c'est un premier résultat. Et un deuxième résultat qui m'a fortement surpris, c'est l'effet des aires de captage. Donc pour rappel, c'est cette politique qui vise à améliorer la qualité de l'eau. Et ce qu'on a mis en place, donc il faut savoir que c'est une politique importante, elle a touché à peu près 10% des exploitations agricoles. Et l'idée, c'est qu'on va proposer à ces agriculteurs qui ont des surfaces à proximité des aires de captage, des contrats, on va appeler des mesures agro-environnementales et climatiques, donc qui sont des aides de la PAC. On va leur proposer des contrats dans lesquels ils vont s'engager sur 3 ou 5 ans à une réduction des herbicides ou des pesticides. Donc l'idée, c'est que l'agriculteur va s'engager à réduire de temps, donc c'est un contrat qui va dépendre des départements, et en échange, il va recevoir jusqu'à 350 € par hectare par an pour réduire ces herbicides dans la zone de captage. Le problème de cela, c'est qu'on n'a pas d'additionnalité, c'est-à-dire qu'un agriculteur bio qui n'utilise pas d'herbicides et qui est payé par la subvention de l'agriculture biologique, il ne peut pas recevoir une autre aide pour ce même service. Okay.
Et si on compare les niveaux de subvention, et là vous allez comprendre l'enjeu, sur 2015-2020, donc au moment de mon étude, l'aide à la conversion en bio pour une culture annuelle, elle était de 300 €, alors que réduction d'herbicides, ça va jusqu'à 350 €. Donc là, on voit bien qu'il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'un agriculteur peut limiter son effort environnemental, donc décider de réduire uniquement ses herbicides, mais pas totalement les supprimer, pour recevoir une subvention d'un même montant que la pratique du bio. Et donc, ça explique mes résultats de cet article, où je trouve que un agriculteur qui a eu l'opportunité d'avoir ces dispositifs, donc qui était proche d'une aire de captage, c'est moins converti, il y a eu moins de conversion en bio dans ces zones-là que dans les zones voisines, donc vraiment séparées de quelques kilomètres, mais qui n'ont pas le droit à ces aides-là. Donc on a un effet désincitatif de l'effort environnemental de la politique d'aire de captage en comparaison des autres agriculteurs. Ok, oui, effectivement, on peut s'attendre à l'inverse, que le fait de aussi passer par cette étape de réduire ces pesticides peut amener au bout à la suppression totale. Il y a eu beaucoup de travaux en France sur ces dispositifs-là, sur ces contrats, et à chaque fois, on trouve le même résultat, c'est un effet d'aubaine pour l'agriculteur qui va chercher des subventions, qui va obtenir des subventions alors qu'il aurait été prêt à faire un effort plus important, mais la politique n'est pas assez ambitieuse pour ça. Ok. Alors, la dernière analyse que tu as faite, c'était sur le prix du foncier, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que les terres en bio sont plus chères que les terres en conventionnel? Et du coup, est-ce que ça peut être un frein à l'achat, si c'est le cas? Elles sont moins chères et c'est un frein pour la pratique biologique. Donc, si je reprends donc déjà un chiffre très important et qui un peu conditionne les prochaines années, c'est que d'ici 2030, un agriculteur sur deux va partir à la retraite. Donc, la question de renouvellement des générations est très importante. Et l'accès au foncier, c'est qui seront les agriculteurs demain. Donc c'est vraiment très important pour est-ce qu'on va assister à un changement de modèle agricole ou pas. Donc c'est pour ça que la question du foncier est très importante. Donc la méthodologie, on l'a vu, on va comparer deux faux jumeaux qui vont juste se différencier sur biologique ou conventionnel. Ce que j'ai trouvé, c'est que les terres bio se vendent 2,4% moins cher que conventionnel. Donc là, encore une surprise. Néanmoins, pour les vignes, comme on en avait parlé juste avant, les consommateurs sont prêts à payer plus pour la vigne. Et c'est ce qui explique que les vignes bio, par rapport aux vignes conventionnelles, vont se vendre cette fois 6% plus cher que les vignes conventionnelles. Mais arrêtons-nous sur ce résultat, moins 2% pour une terre bio, alors que c'est documenté, une terre bio a un sol qu'on va appeler plus vivant, qui va stocker l'eau. Et ce stockage de l'eau est vraiment très important, surtout avec le changement climatique, avec ces épisodes de sécheresse qui vont augmenter. Le fait qu'on ait un sol éponge qui va redonner l'eau aux cultures en période d'été, c'est très important. Alors pourquoi ils valorisent moins cher ? C'est vraiment pas des vrais jumeaux. Si on regarde plus à la loupe et qu'on compare ces deux terres, on va voir que les terres en conventionnel, elles vont être plus grandes. Donc même si on compare le prix à l'hectare, le fait qu'une parcelle soit plus grande, c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir mécaniser, mécaniser plus facilement. Surtout que ce que j'ai trouvé aussi, c'est que les pentes les surfaces agricoles en bio sont plus pentues que les surfaces en conventionnel. Donc vraiment, cet effet mécanisation qui est un critère visible de l'agriculteur qui souhaite s'agrandir, il va plus valoriser ça que le sol vivant qu'il ne va pas voir. Donc ces critères invisibles, il ne va pas les prendre en compte. Et un autre effet, c'est que moi j'étais parti du principe que je veux une terre bio. Si je veux m'agrandir en bio, je veux une terre bio. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas avoir besoin de convertir cette terre-là. Cette terre est déjà prête à l'usage, je peux produire bio. Sauf que, comme on a vu au tout début, on a 15% des fermes qui sont en bio. Ce qui fait qu'on a 85% de conventionnels qui ne valorisent pas le fait qu'une terre soit en bio. Elles veulent continuer à produire en conventionnel, donc elles ne vont pas payer plus pour une terre labellisée biologique.
mais j'ai une solution pour eux. Alors, par rapport à ces résultats qui sont effectivement pour une bonne partie assez surprenants, quelles ont été tes recommandations, quelles sont tes recommandations pour du coup, relancer le développement et les conversions à la baie, puisque c'était l'objectif de trouver des moteurs à ces développements? Oui, et là, je fais une annonce, je fais une recherche de collègues chercheurs, parce que moi, je ne suis que économiste. Mais l'idée, comme je vous ai dit, ces caractéristiques, elles sont invisibles. Le sol, qu'est-ce qui se passe dans le sol? On ne le voit pas. Et il faut le rendre visible. Donc l'idée, c'est de faire comme dans l'immobilier, on a un diagnostic de performance énergétique, un DPE, qui nous permet de voir ce qui se passe dans les murs, voir vraiment la performance de notre bâtiment. Pourquoi on n'aurait pas la même chose dans une terre agricole? Et l'idée, c'est de faire ce diagnostic fertilité du sol qui ne coûterait pas très cher à partir de quelques critères. Donc là, je m'adresse vraiment aux chercheurs en agronomie, sciences du sol, pour vraiment dire à quel point ce sol est intéressant économiquement. Et donc, par cette lettre, par ce label, ça permettrait de valoriser mieux ces terres en bio. Et l'idée, c'est si on valorise mieux ces terres en bio, si un agriculteur sait que si je passe en bio, je vais vendre d'un côté mes produits plus chers, et en même temps, quand je vais vouloir vendre ma terre, je vais elle-même la valoriser plus cher. Et donc là, on va retourner la table. Pourquoi ? Parce que on va vraiment voir des perspectives économiques intéressantes pour l'agriculture biologique qui va rentrer en plus en compte dans la décision de conversion. Donc ça, c'est la première recommandation sur le volet foncier. La deuxième, qui est liée à ces aires de captage, à ce manque d'additionnalité, comme j'ai dit, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a des agriculteurs qui sont prêts à faire un effort environnemental. Donc là, dans le cas de mon étude, c'était de dire que juste les agriculteurs voisins, ils sont prêts à passer en bio si on ne leur propose pas de contrat qui réduit l'effort environnemental. Du coup, c'est quoi ? On a l'argent européen, on a l'argent, on l'a. C'est faire des contrats ambitieux où l'effort environnemental est très ambitieux et les agriculteurs qui seront motivés vont signer ces contrats et vont participer à l'effort environnemental. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que on va même si ces agriculteurs vont pas forcément passer en bio, ils auront une pratique plus environnementale grâce à ces contrats. Donc juste augmenter l'ambition environnementale des contrats MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. Ok. Et pour les AOP ? Ouais, et pour les AOP, donc la troisième recommandation. La recommandation, c'est quoi ? Un AOP, c'est un signe de qualité. C'est un signe de qualité, mais le cahier des charges qui est rattaché à chaque AOP, ça va être pour certaines pratiques, il peut être archaïque dans le sens où ils ont été établis en 1980-90, donc à une époque où les pratiques agro-environnementales n'étaient pas incluses dedans. Et donc, ces cahiers des charges n'ont pas été modifiés. Donc, l'idée, ça serait quoi ? Ça serait que quand on porte un nouveau produit AOP, qu'on veut faire labelliser AOP, ça serait obligatoirement d'intégrer des réglementations, des normes agro-environnementales, comme des rotations de culture, comme des interdictions de pesticides, pour pouvoir produire ce produit de qualité. Et ça ferait vraiment un effet boule de neige. L'idée, c'est quoi ? C'est que si un agriculteur respecte ce cahier des charges AOP qui serait un peu plus ambitieux en termes de pratiques agroécologiques, il se rapprocherait du cahier des charges biologiques et donc son effort de conversion, son coût de conversion pour passer en bio serait plus faible. Et l'idée, ça serait vraiment que ces nouvelles législations AOP soient une porte d'entrée vers la pratique biologique. Ok. Il n'y a plus qu'à. Donc toi, tu as fait un appel aux chercheurs. Moi, je vais faire un appel au monde professionnel qui peut-être nous écoute, parce que ce sont des recommandations qui sont quand même assez concrètes de politique de soutien à l'agriculture biologique. Notamment dans les cahiers des charges d'AOP. Donc là, j'espère que l'INAO, qui est en charge des signes d'identification de la qualité et de l'origine, nous écoute. Et également la SAFER, qui régule le marché du foncier agricole, et puis les agences de l'eau aussi,
sur le sujet des MAEC en lien avec la PAC. Alors, pour faire le lien avec la qualité du sol dont tu parlais, maintenant, tu peux peut-être nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu as soutenu en 2024. Donc, depuis, tu as travaillé sur de nouveaux sujets et sur une pratique spécifique qui participe au stockage de l'eau dans le sol et à l'apport de la matière organique. C'est le fait d'avoir des arbres, donc des haies autour des parcelles agricoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc après ma thèse, je suis parti en contrat de post-doctorat à l'INRAE, rattaché à AgroParisTech, dans un projet européen qui s'appelle l'Amazus, qui travaille vraiment sur l'usage des sols en Europe. Donc c'est un projet Horizon, donc les délivrables sont pour la Commission européenne, donc je garde toujours cet esprit d'orientation de politique publique. Et donc l'idée de ce projet, c'est que chacun des pays observe une pratique agricole qui est un peu porte-drapeau de son pays. Donc par exemple, en Pays-Bas, ça va être la gestion des zones humides. Et en France, on a décidé, donc avec ma collègue Raja Shakir, de porter les haies, le bocage, donc vraiment mes origines, la Normandie, donc tout ce qui est donc les haies. Pourquoi ? Parce que les haies ont connu un destin tragique depuis le remembrement, avec vraiment une diminution des haies, donc ces bordures qui permettent de délimiter les champs, mais qui rendent plein de services écosystémiques, donc qui permettent d'abriter la nature, qui stockent l'eau, qui évitent l'érosion des sols. Donc l'idée maintenant, c'est quelle est la dynamique actuelle des haies en France et en Europe ? Et surtout, est-ce que agriculteurs bio et agriculteurs conventionnels sont à l'origine de cette diminution des haies ? Ok. Donc, est-ce que tu as une réponse à cette question ? Est-ce qu'il y a une différence entre les agriculteurs bio et conventionnels ? Oui, donc on a une réponse grâce à l'IGN qui a publié deux bases de données sur le linéaire de haies en France à 2 points, donc avant 2015 et 2020-2022. Et donc on peut suivre l'évolution des haies ces dernières années. C'est récent en fait. C'est très récent. Tu parlais du remembrement, on se dit que toutes les haies ont disparu à cette époque, mais en fait ça continue. C'est ça. La dynamique continue malheureusement. Sauf pour les agriculteurs bio. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment autour des parcelles biologiques, on a des agriculteurs qui plantent et qui entretiennent ces haies. Et pourquoi ils entretiennent ces haies ? Justement parce qu'ils sont conscients des bénéfices agronomiques pour eux-mêmes. Un des éléments importants, c'est que une haie va permettre de abriter la biodiversité. Et selon les cultures, cette biodiversité va éradiquer les parasites, les prédateurs des cultures, et donc va substituer en partie des pesticides. Et donc, ce qui est très intéressant pour les bio, dans la mesure où on ne peut pas utiliser de pesticides de synthèse. Donc, l'idée de ce projet, c'est vraiment donc, une fois qu'on a mis en lumière ça, on veut continuer là-dessus en monétarisant, par exemple, le service d'ombrage des haies, c'est-à-dire que une vache qui est en période de sécheresse, on voit que tout le troupeau va se trouver pile à un endroit de la parcelle, c'est l'ombre portée par la haie. Et bien, ce bénéfice-là, c'est un bénéfice parce que une vache en bien-être va permettre de maintenir sa production laitière. Donc, c'est un bénéfice qu'on va dériver en bénéfice économique pour l'agriculteur. Donc, c'est vraiment voir les haies, pas simplement comme un entretien coûteux pour l'agriculteur, mais aussi des bénéfices pour lui. Ok. Bon, alors, on a encore une preuve que les agriculteurs et agricultrices bio ont un impact positif sur la biodiversité. Merci beaucoup, Émilien, pour cet échange. Merci à vous pour l'invitation. Si vous voulez aller plus loin ou retrouver le travail d'Émilien, toutes les informations nécessaires sont sur la page de l'épisode. Et pour vos questions, vous pouvez bien sûr contacter directement l'équipe de la chaire agriculture biologique par mail, LinkedIn ou Instagram. À bientôt!